qui était bousculé par ces bombardements israéliens contre la banlieue sud de Beyrouth. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou prévient son pays frappera partout au Liban contre toute menace. Alors pour comprendre cette nouvelle flambée, nous sommes ce soir avec Karim-Émile Bitar. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques, spécialiste du Moyen-Orient, et vous êtes enseignant à Sciences Po. Et puis nous sommes avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors Karim-Émile Bitar, peut-être une première réaction pour commencer sur ces bombardements israéliens contre la banlieue sud de Beyrouth. C'est la fin de 4 mois de trêve. On peut dire aujourd'hui que le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais est rompu. Le cessez-le-feu est en train de voler en éclats et ce qui est encore plus tragique, ça vient également clore une parenthèse d'optimisme au Liban. Depuis 2 mois, il y avait enfin un climat d'optimisme suite à l'élection d'un nouveau président de la République, à la formation d'un gouvernement avec une orientation un peu plus réformatrice. Et ces 2 derniers jours, on a eu un retour de la réalité et Israël, pour des raisons en partie de politique intérieure et également parce qu'il y a eu des tirs en provenance du Liban qui ne sont pas tombés sur Israël et qui n'ont pas été revendiqués, a décidé de frapper fort, de frapper la capitale. Emmanuel Macron a tout de suite dit que c'était inacceptable et d'autant plus que ça intervenait de façon concomitante avec la visite du président libanais à Paris. C'était peut-être aussi une façon d'envoyer un message. Les relations sont tendues entre la France et Israël depuis un bout de temps et il est à craindre que cela ait des répercussions économiques au Liban et pas uniquement sécuritaires. Effectivement, vous rappeliez à juste titre que ces premiers tirs de roquettes en provenance du Liban vers le territoire israélien ce matin n'ont pas été revendiqués. Alors Israël dit avoir agi en représailles de ces tirs. De son côté, le président libanais Slimane Zeguidour, Joseph Aoun, estime que le Hezbollah n'a rien à voir avec ces tirs. C'est plausible selon vous ? En tout cas, il est mieux informé que nous pour savoir d'où provenait éventuellement, en tout cas, si le Hezbollah était impliqué ou pas. Mais concrètement, si ce n'est pas le Hezbollah, c'est qui ? Je ne sais pas si c'est le Hezbollah, mais en tout cas, il n'y a pas une relation causale, mécanique entre un tir et les bombardements israéliens. Car depuis cette trêve, Israël a une conception particulière de ce que c'est qu'une trêve. C'est-à-dire, Israël nous a montré qu'il pouvait se réserver le droit de bombarder et je veux dire, souvent, le Liban est survolé d'ailleurs pratiquement quotidiennement, je crois, par l'aviation israélienne. Et aujourd'hui, il y a eu aussi des bombardements à Gaza. Donc, cessez-le-feu ou pas, le gouvernement israélien a toujours voulu se réserver la liberté de frapper. Mais comme disait Karim Bitar tout à l'heure, il est possible que ce soit un message à Paris. Car le président libanais, en arrivant, disait ce matin au Figaro, c'est une grande interview, il disait « La France est notre mère protectrice ». Bon, le jour même où il arrive reçu dans sa pays mère protectrice, eh bien, Israël rappelle qu'il est là et qu'il a le bras long, y compris pour frapper jusqu'à Beyrouth. Il faut rappeler effectivement ces liens très forts entre le Liban et la France. La France a poussé pour cette élection de Joseph Aoun en janvier. Et puis ce cessez-le-feu conclu entre le Liban et le Hezbollah libanais. Il faut rappeler qu'il a été conclu, signé sous l'égide notamment de la France, mais aussi des États-Unis. Tout à fait. La France a réussi à obtenir un siège dans le comité de surveillance du cessez-le-feu. Donc il y a un général américain et également un général français. Et la présence de ce général français a été obtenue au prix d'une concession significative de la France. Emmanuel Macron avait accepté de donner une sorte d'immunité à Benjamin Netanyahou face aux attaques de la justice internationale. Ça ne tient pas trop la route d'un point de vue juridique, mais c'était quand même un message symbolique envoyé à Israël. Laissez-nous surveiller ce cessez-le-feu, être garant que la guerre ne va pas reprendre au Liban. Et d'un autre côté, la France pourrait se montrer un peu plus conciliante. On a vu que les Israéliens n'ont pas rendu l'appareil à la France et qu'ils semblent déterminés d'abord à maintenir une occupation sur 5 points névralgiques du territoire libanais, sur 5 collines qui surplombent l'ensemble des villages du sud Liban. Et en effet, il y a des violations quotidiennes de l'espace aérien libanais avec des drones israéliens. Et c'est dans ce contexte que les nouvelles autorités libanaises sont censées justement superviser ce processus de désarmement du Hezbollah. On imagine, Slimane, que dans un tel contexte, ce processus de désarmement, il est compromis d'avance. Mais ça dépend qu'est-ce qu'on entend aussi par désarmement. Est-ce qu'il faut enlever les armes lourdes, par exemple, je sais pas, les automitrailleuses, les missiles et les drones, ou est-ce qu'il faut désarmer les gens, y compris
par les armes portatives, les fusils, les mitraillettes. Ça dépend ce qu'on entend par désarmer ou démilitariser. Bon, le gouvernement libanais s'est engagé à procéder à cette mesure, s'est engagé devant la communauté internationale. Le Hezbollah, politiquement en tout cas, n'a pas protesté contre le fait que l'État libanais assume cette mesure. Maintenant, qui pourrait nous dire à quel moment, à quelle étape ce processus de désarmement serait terminé? Ça, on ne le sait pas. Karim Émile Bitter, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui du Hezbollah après l'élimination d'Hassan Nasrallah par les Israéliens en septembre dernier? Hassan Nasrallah qui était le puissant chef de ce mouvement chiite. Alors, les experts militaires israéliens estiment que le Hezbollah a perdu entre 70 et 80% de ses capacités militaires. Le Hezbollah cherche à minimiser, bien sûr, et en tout cas, le Hezbollah a été décapité, son état-major, ses cadres, son chef emblématique. Il n'en demeure pas moins que le Hezbollah conserve une influence décisive sur la scène politique libanaise à travers ses parlementaires, à travers ses ministres. Il est représenté indirectement au gouvernement libanais. Et le Hezbollah cherche à donner une interprétation minimaliste de cessez-le-feu. Comme se disait Slimane, tout est question d'interprétation. Le cessez-le-feu est en fait très contraignant. Il va au-delà de la résolution 1701 des Nations Unies. Il exige un désarmement total du Hezbollah. L'armée libanaise doit enfin pouvoir contrôler l'ensemble du territoire. Mais pardon de vous couper, ce désarmement total du Hezbollah, est-ce que le Hezbollah lui-même y a intérêt Non, ils n'y ont pas intérêt et ils sont encore sous le choc, ils sont encore dans le déni. Ils vont probablement utiliser cet argument auquel a également fait allusion Slimane, le fait qu'il y a les armes lourdes et qu'il y a les armes légères qui sont entre les mains des habitants, qui ne sont peut-être pas officiellement des membres encartés du Hezbollah. Mais les Israéliens sont déterminés à ne plus rien laisser passer. Le problème, c'est que la persistance d'une occupation d'une partie du territoire libanais par Israël donne au Hezbollah un prétexte pour ne pas désarmer, puisqu'ils disent tant que nous avons une puissance occupante, il est légitime de conserver un arsenal nous permettant de résister. C'est pour cela que la France et les États-Unis se devraient théoriquement imposer à Israël de se retirer pour ensuite permettre à l'armée libanaise d'enfin asseoir son autorité sur tout le territoire. Alors justement, le président français Emmanuel Macron a promis, après ces frappes israéliennes contre la banlieue sud de Beyrouth, de s'entretenir prochainement avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et avec le président américain Donald Trump. Est-ce que la diplomatie française a vraiment un rôle à jouer dans cette crise régionale? Et est-ce que Emmanuel Macron peut peser dans ce dossier face à un Donald Trump, face à un Benyamin Netanyahou? Alors, il est certain que la marge de manœuvre de la France est restreinte, mais il est quand même essentiel que la France continue de jouer un rôle, car M. Trump a donné une carte blanche, un feu vert absolu à Netanyahou, aussi bien à Gaza qu'au Liban. Et compte tenu du fait du jusqu'au-boutisme, du maximalisme, de l'hubris de la classe politique israélienne, ce feu vert américain pourrait les conduire à repartir dans des délires de vouloir remodeler l'ensemble de la région, etc. Donc l'influence de la France est nécessaire. Encore faut-il que la France soit écoutée et il faudra compter sur la force de persuasion du président Macron. Jusqu'à aujourd'hui, Netanyahou a fait la sourde oreille. Encore faut-il espérer que la France soit écoutée. Vous ne pensez pas justement, Slimane, que la France s'est décrédibilisée dans la région et peine aujourd'hui à être audible sur tous les dossiers qui concernent le Proche-Orient, le Proche et Moyen-Orient? C'est hélas notoire, et en tout cas c'est ce que répète tout le monde au Moyen-Orient. La France, à tort ou à raison, est perçue aujourd'hui comme un pays qui s'est mis en retrait du dossier du Proche-Orient depuis très longtemps. Rappelons que pendant des années, la France a été à l'avant-garde des ouvertures pour faire changer la donne au Moyen-Orient. La France a été le premier pays à ouvrir un bureau de l'Organisation de libération de la Palestine en 1975. C'est elle qui a traîné les Européens pour la déclaration de Venise en 1979-80, où elle demandait à l'Union européenne de reconnaître le principe d'un État palestinien. C'est la France qui, avec Mitterrand, a reçu Yasser Arafat ici à Paris, qui a annoncé que la charte préconisant la dilution de l'État d'Israël dans un seul État était caduque. Donc la France, jusqu'il y a 30 ans, a joué un rôle majeur. C'est la marine française qui a sauvé Arafat de Beyrouth en évacuant ses troupes. Depuis lors, tout le monde déplore que la France, qui est le seul pays méditerranéen présent au Conseil de sécurité,
qui était le seul pays méditerranéen détenteur de l'arme atomique, ce qui n'est plus puisqu'Israël l'a rejoint. Bref, que la France, qui était une puissance méditerranéenne traditionnelle, ait donné l'impression de s'être totalement retirée pour se diluer dans une Union européenne qui n'a jamais été aussi divisée que maintenant sur la question du Moyen-Orient. Cela, l'absence d'une voix française qui marque, ça, tout le monde le déplore. Alors il y a un autre volet de la visite de Joseph Aoun en France qu'on n'a pas encore évoqué, c'est cette visioconférence organisée avec le président français Emmanuel Macron et le président par intérim de la Syrie, Ahmed Al-Shara. Visioconférence, d'abord Slimane, est-ce qu'on sait de quoi ils ont parlé tous les trois ? Bien sûr, ce sont forcément des discussions confidentielles, mais on peut dire que d'une certaine manière, la réhabilitation où l'homologation du président syrien est en marche. Et ce qui se passe, c'est que Karim Bitar pourrait nous en dire un peu plus, c'est qu'il y a, rappelons d'abord que la Syrie n'a reconnu le Liban comme État souverain qu'en 2008, qu'il y a eu des relations diplomatiques entre les deux États. Mais depuis le début de l'année, il y a des frictions dans la frontière entre l'armée libanaise et l'armée syrienne. Alors justement, les deux pays ont signé hier à Jeddah, en Arabie Saoudite, le Liban et la Syrie, un texte, un accord sur leurs frontières. Ça veut dire quoi ? Qu'on est en train d'assister aujourd'hui à un début de réchauffement des relations entre Beyrouth et Damas ? Pour la première fois, il n'y a plus de revendications territoriales affirmées des autorités syriennes sur le Liban. Le parti Baas estimait que le Liban était l'une des provinces syriennes et a occupé le Liban entre 1976 et 2005, pendant une trentaine d'années. Donc une page s'est tournée aujourd'hui, mais en effet, il y a ces frictions aux frontières. Il est nécessaire, et je pense que cela a été abordé aujourd'hui, de délimiter enfin très clairement les frontières entre le Liban et la Syrie et de permettre aux autorités de surveiller ces frontières qui étaient devenues un hub de trafic de captagones, les contrebandiers en tout genre, etc. Les destins de ces deux pays sont inextricablement liés. Une déstabilisation, une fragmentation de la Syrie se répercuterait très négativement sur le Liban. Et en Syrie comme au Liban, nous avons toujours une multiplicité d'acteurs régionaux et internationaux qui continuent leurs interférences. Donc il est également indispensable d'insulariser le Liban par rapport aux guerres des axes régionaux et d'éviter également que les puissances régionales ne se montrent trop gourmandes dans la nouvelle Syrie. Alors justement, Karim Émile Bitar, cette situation régionale, elle ne doit pas occulter tous les défis politiques, économiques, sociétaux qui attendent les nouvelles autorités libanaises. Quels sont aujourd'hui les principaux chantiers sur le plan politique qui attendent ces autorités ? Ça, c'est une question importante parce que j'ai toujours dit qu'il y avait deux partis dominants hégémoniques au Liban. Le premier, c'est le parti de Dieu, un parti communautaire, le Hezbollah, un parti dogmatique. Mais il y a un deuxième parti, tout aussi influent, qui est un parti transcommunautaire, qui est le parti des intérêts privés, qui rassemble tous ceux qui ont intérêt à ce qu'on continue comme avant, à ce qu'il n'y ait pas de redevabilité, de reddition de comptes. Et là, on semble assister à une sorte de retour de l'union sacrée entre tous les membres de cet establishment politico-financier traditionnel pour préserver leurs intérêts, pour empêcher toute réforme économique et sociale. Voltaire disait, quand il s'agit d'argent, on est tous de la même religion. Et on voit ça quotidiennement au Liban. Lorsqu'il s'agit de protéger leurs intérêts, les ministres du Hezbollah font front commun avec les ministres des partis qui sont censés être souverainistes et anti-Hezbollah. Alors justement, la corruption, on le sait, et ça rejoint ce que vous dites, gangrène l'économie libanaise. Est-ce que Joseph Aoun, depuis son élection à la tête du pays en janvier, a envoyé des signaux positifs, encourageants en matière justement de lutte contre la corruption ? Il y a eu quelques discours de belle facture qui promettaient une rupture, mais cette rupture tarde à apparaître. Il y a eu hier au gouvernement libanais des premières frictions entre le camp réformateur, les figures réformatrices qui souhaitaient une nouvelle politique économique, une rupture avec le passé, et les tenants de la continuité, ceux qui cherchent peut-être à faire passer une sorte d'amnistie pour les crimes financiers commis ces 10 dernières années, comme l'amnistie après la guerre qui avait permis aux chefs de milice de se reconvertir en hommes politiques. Donc cela, il faudra le surveiller très clairement. Il faudra également que tous les pays amis du Liban maintiennent la pression sur toute la classe politique libanaise pour éviter un retour des dérives antérieures. Merci beaucoup Karim Émile Bitar et merci à vous Slimane Zeguidour. Merci